On va passer maintenant à la table ronde. Une table ronde dédiée à la réalité virtuelle, aux expériences et au contenu immersif. Je vais appeler sur cette scène les différents intervenants. Gilles Fressinier, qui est directeur du développement numérique à Arte France. Vous pouvez les applaudir pendant qu'ils arrivent. Alexandra Ivanovic, Research Fellow in Digital Humanities, Centre de recherche interdisciplinaire CRI. Balthazar Auxiètre, Creative Director, Co-founder de Innerspace VR. Et enfin l'animateur Olivier Godest, j'espère que je prononce bien, voilà, fondateur du salon Virtuality. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. On a plusieurs micros, c'est bon. Parfait. Ravi de vous recevoir ce matin pour cette table ronde sur la réalité virtuelle. On va peut-être commencer par un petit tour de table pour que vous vous présentiez chacun, vous et vos projets. Alors je crois qu'il y a quelques slides qui sont préparés. On va peut-être commencer. Alors on a plusieurs sujets en cours. On va peut-être commencer par la droite et puis on va faire comme ça. Balthazar, je te laisse te présenter. Alors, tu es donc le cofondateur de Innerspace. Oui. Et donc, vas-y. Innerspace, très rapidement, c'est un studio qui est dédié à la création d'expériences en réalité virtuelle, plutôt dans le domaine du storytelling. On utilise plutôt des outils temps réel pour créer des expériences où les utilisateurs sont participants et engagés dans les histoires. Et voilà, donc des histoires interactives en réalité virtuelle. Très bien. Est-ce que tu avais préparé, est-ce que tu avais une petite vidéo, une présentation, je ne sais plus. Oui, alors je découvre les outils, donc je sais moi pas, aussi, je t'avoue, donc c'est freestyle. Je sais pas. C'est bien, c'est calé dans le bon sens, tu vois. Incroyable. J'ai déjà présenté très rapidement. Donc c'est un studio qui a été créé il y a 2 ans avec Ayun Kwon, qui est la cofondatrice du studio. On s'est rencontrés dans une école qui s'appelle le Frénois Studio National, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est une école dédiée à la production numérique pour des gens qui ont déjà fait des écoles d'art. C'est un post-diplôme. C'est là où moi j'ai découvert la réalité virtuelle et fait mes premières expériences au-delà du cinéma, parce que j'avais plutôt fait des courts-métrages avant et différentes expériences en audiovisuel. C'est un peu la rencontre avec Ayun qui a un peu amené à la création qui a établi un peu la réflexion sur on a envie de faire de plus en plus d'expériences en réalité virtuelle, on a envie d'établir un studio, et le point de départ ça a été la rencontre qu'on a eue avec Oculus en 2014. Moi j'avais fait déjà plusieurs projets en réalité virtuelle au Frénois et après le Frénois. Et je leur ai montré un projet qui s'appelle le 5e sommeil, qui est le premier projet un peu de fiction interactive que j'ai réussi à mettre en place, et qui a vraiment qui les a beaucoup intéressés. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment initié le studio d'un point de vue administratif, quoi. Comme je disais tout à l'heure, vraiment notre approche à Innerspace, c'est vraiment dans un premier temps déjà se focaliser sur la réalité virtuelle en tant que médium. Comment on peut raconter des histoires en réalité virtuelle qui sont vraiment pensées pour ce médium, qui sont spécifiques. Quelles sont vraiment les possibilités en termes d'engagement justement des spectateurs. Et vraiment l'idée c'est de proposer des histoires où les gens sont acteurs. Donc ça oblige un peu à utiliser forcément des outils temps réel. Et à penser des histoires qui ont, on a un tout petit schéma, désolé pour l'anglais, la présentation est comme ça, mais qui sont avec embranchement. Donc on explore beaucoup ces possibilités de storytelling émergent, de histoire dont vous êtes le héros, etc. J'en profite du coup pour te poser une petite question, parce qu'en fait on utilise déjà pas mal le terme réalité virtuelle. Il faudrait peut-être qu'on mette une petite définition par-dessus. Je ne sais pas si par exemple dans la salle vous voyez bien la différence entre réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, vidéo 360.
Qu'est-ce qui est de la réalité virtuelle là-dedans pour toi, ou qu'est-ce qui ne l'est pas? Bon courage. Voilà. Oui, c'est vrai que je suis rentré un peu direct dans le vif du sujet parce que je suis très immergé dans la VR et j'ai du mal à me mettre à la place de quelqu'un qui ne vit pas dedans. Disons que pour moi, la VR, c'est synonyme de casque de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus, on en parle beaucoup, il y a Oculus, il y a les casques mobiles, il y a les casques comme le HTC Vive où on a des contrôleurs où on peut se déplacer. Pour moi, tout ça, ça fait partie un peu c'est différentes manières de proposer des expériences de réalité virtuelle qui sont plus ou moins engageantes physiquement. Mais voilà, quand je parle de réalité virtuelle, c'est des expériences qui fonctionnent avec des casques. Mais ça va du petit cardboard à la con, à la super expérience où on va pouvoir toucher des vrais objets et interagir avec le vrai monde. Mais ce serait intéressant qu'on fasse juste un mini tour de table, si tu me permets. Je te coupe un petit peu dans l'élan de la présentation d'Innerspace, mais c'est quand même le basique, quoi. Qu'est-ce que la réalité virtuelle? Donc j'en profite pour savoir si Alexandra et Gilles, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette problématique de la définition? En fait, je pense que ce qui est compliqué dans la définition, c'est où est-ce qu'on place le curseur? Est-ce que la réalité virtuelle, justement, donc là, Balthazar, tu proposais une définition centrée sur le support, sur l'outil, mais malheureusement, en fait, la difficulté de se centrer sur l'outil, c'est que quid des expériences en caves ou quid des expériences qui s'affranchissent de l'outil du head-mounted display du HMD. C'est une grotte post-historique, non je plaisante, c'est un espace entièrement immersif où justement on n'est pas immergé dans le display de l'écran, mais on est immergé dans un espace physique qui est constitué d'écrans de part et d'autre du regard, ce qui crée une autre forme d'immersion et qui ne présuppose pas donc d'utiliser précisément un casque de réalité virtuelle. Donc c'est pourquoi la difficulté de la définition tient à où est-ce qu'on place effectivement le barycentre dans la réflexion. Est-ce que c'est l'outil? Est-ce que c'est le contenu? Auquel cas, on est en droit de se demander si la captation 360 appartient de plein pied à la réalité virtuelle, ou est-ce que c'est seulement la réalité virtuelle stricto sensu, c'est les mondes 3D avec ou sans avatar, ou alors est-ce que c'est le mode d'engagement, justement. Tu parlais d'engagement physique. Est-ce que finalement, le critère de définition de la réalité virtuelle, c'est dans le degré d'immersion optimale que ce médium permet pour ses utilisateurs? Je n'ai pas de réponse. Tout ça, c'est juste un éventail de possibilités. À vous de voir effectivement où est-ce que vous voulez mettre le curseur dans votre réflexion. Moi, je vais essayer de reprendre les termes d'Olivier. Donc, on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de vidéo à 360 degrés. En fait, déjà, il y a une distinction entre réalité virtuelle et réalité augmentée. L'idée de la réalité virtuelle, c'est de plonger l'utilisateur dans un univers, dans une réalité qui n'est pas celle qu'il voit avec ses yeux, donc via un casque ou via un univers qui l'immerge. Ça peut être une cave, donc un lieu sans casque mais avec des écrans partout par exemple, ou des dômes avec des écrans qui nous entourent en fait finalement et qui nous plongent en fait dans une réalité qui n'est pas la réalité physique mais une réalité virtuelle. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième sur la réalité augmentée, c'est des outils. Donc le plus connu, c'est les Google Glass ou le Microsoft HoloLens qui augmentent en fait ce que l'on voit grâce à des lunettes ou des casques. Je vous vois, mais en même temps, je vois des informations complémentaires sur ce que je vois de vous, qui me permettent soit d'avoir des éléments, je ne sais pas, un GPS par exemple qui peut m'aider à naviguer, ou alors des éléments de jeu. Je pourrais jouer avec des éléments qui apparaîtraient de façon virtuelle dans un espace qui existe vraiment. Donc ça pour moi c'est la distinction entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Et après les vidéos 360, c'est une technique en fait de filmage d'un lieu, que ce soit du documentaire, de la fiction, du reportage, qui consiste à placer une caméra dans un lieu et de filmer à 360 degrés, donc sans contre-champ, qui permet après à l'utilisateur de regarder n'importe où, en haut, en bas, à gauche, à droite, et de reproduire en fait un lieu quasiment de façon exhaustive. Donc voilà un peu les distinctions. Après, les questions qui se posent, c'est de savoir si
La vidéo 360 nous immerge dans une autre réalité, donc en réalité virtuelle ou pas. Donc c'est là où il y a des petites nuances, mais aujourd'hui, ce que j'ai pu constater en participant à quelques débats et en voyant ce qui se dit en France, en Europe, aux États-Unis, la plupart du temps, vidéo 360 et VR, donc réalité virtuelle, VR, en anglais, sont un peu confondus. Beaucoup de producteurs qui font de la vidéo 360 disent qu'ils font de la réalité virtuelle et inversement. Pour être très, très précis sur la définition, la réalité virtuelle suppose une interaction, je pense, quand la vidéo 360, qu'elle soit vue sur un casque ou via un téléphone ou via un player vidéo qui permet de glisser dans la vidéo à 360 degrés, suppose pas forcément d'interaction. Donc bon, après, ça reste de la théorie. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'utilisateur peut ressentir. En fait, ce qu'on cherche tous, je pense, en faisant ce type d'expérience, c'est l'immersion. Vraiment de plonger l'utilisateur dans un monde qui n'est pas celui qu'il voit au quotidien ou dans un monde de fiction, de documentaire. Et donc, c'est cette immersion-là qui nous intéresse tous, je pense. Est-ce qu'on continue sur le débat J'allais te le proposer. Merci pour cette petite parenthèse. Parce qu'on pourra en parler pendant longtemps. C'est clair. Moi, pendant 3 jours, par exemple. Ouais. J'aurais tendance à dire, après je reviendrai rapidement à la présentation pour boucler le tour de table, mais j'aurais tendance à dire que je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je rajouterais le fait que, pour éclairer un peu plus les choses, on parle beaucoup de présence. Je pense que c'est un peu quand même le mot magique qui résout pas mal de choses, notamment par rapport à la vidéo 360, où j'aurais tendance à dire que des vidéos 360 peuvent être uniquement visibles sur YouTube et être faits en mono, donc sans la profondeur. Et dès lors que c'est transposé dans un casque avec la stéréo, on a immédiatement, si c'est bien fait, une sensation de présence. Et à ce moment-là, pour moi, la réalité virtuelle fonctionne à plein parce qu'on a effectivement cette sensation d'être dans un espace qui n'est plus le réel qui est autour de nous, quoi. Et c'est un peu une espèce d'alchimie, quoi, aussi, la réalité virtuelle pour moi. Et la présence englobe bien cette notion-là. Donc rapidement, Inner Space, donc voilà, on a fait plusieurs expériences, notamment on a beaucoup travaillé pour des contenus qui sont aujourd'hui disponibles sur le Samsung Gear VR. Donc des choses qui vont de la vidéo 360, mais qui n'est pas en live, qui est en image de synthèse, au jeu, en allant vers le jeu, mais tout en restant quand même quelque chose d'assez linéaire. On a fait une expérience documentaire qui s'appelle DMZ, qui est assez intéressante sur l'aspect. Est-ce qu'aujourd'hui on peut les retrouver? Je sais pas si tout ça, c'est disponible sur le Gear VR pour les gens qui ont la chance d'avoir un casque Samsung qui est compatible. Et DMZ est en démo, excuse-moi Fabien, aujourd'hui à l'Andouchère. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Fabula pour l'essayer. Donc très rapidement, en gros, les trois grands domaines qu'on explore en termes de contenu chez Inner Space, c'est d'une part les séries épisodiques, dont le 5e sommeil est un peu notre porte-étendard. Donc on a déjà fait une version qui est présente sur le Samsung Gear, mais on souhaite étendre un peu ce projet à une forme beaucoup plus longue. Pas évidemment une série de plusieurs heures, mais quelque chose qui serait plus sur un format un peu long métrage, qui serait splitté en petits épisodes avec un petit peu d'interaction, un peu comme DMZ, qui mélangerait un peu vidéo 360 et interaction. Donc ça, ce serait plutôt l'aspect un peu plus ludique. On a un projet d'expérience musicale qu'on a déjà initié avec une version un peu démo qui est présente sur le Samsung Gear qui s'appelle Played et qu'on souhaite étendre. Et en fait, je sais pas pourquoi, mine de rien. Voilà. Et le troisième projet qu'on va aussi présenter ici, qui est le premier chapitre de quelque chose qu'on souhaite aussi continuer à développer, qui est une expérience qui fonctionne aujourd'hui uniquement sur l'HTC Vive, donc qui est un dispositif qui permet de se déplacer et d'interagir avec les mains, donc qui amène un engagement beaucoup plus important d'un point de vue physique du spectateur, mais justement c'est ce qui nous intéressait d'explorer avec ce projet-là, où en fait vous êtes littéralement projeté sur une scène et vous vous retrouvez face à une danseuse virtuelle qui vous ensorcelle. Donc pour ceux qui souhaitent tester l'expérience, ça va être, on va faire une démo aujourd'hui. Voilà. Donc très rapidement sur les grands projets sur lesquels on travaille en ce moment. Merci Balthazar. Gilles, du coup, je te laisse présenter peut-être un petit peu ce que vous faites du côté d'Arte, puisque vous êtes une des chaînes les plus avancées en termes de production VR aujourd'hui. Rapidement, pour expliquer pourquoi ce sujet nous intéresse. Donc, vous connaissez sûrement la chaîne culturelle franco-allemande.
Depuis plusieurs années, nous travaillons sur des productions numériques, puisqu'on pense que notre mission, qui est de susciter la création, la créativité, l'innovation dans les écritures, cette mission-là peut se faire en télé, évidemment, mais bien sûr sur le numérique. Donc, de la chaîne franco-allemande de télévision, nous sommes aujourd'hui un média global européen, dans le sens où nous diffusons au-delà de la France et l'Allemagne, vous le savez peut-être, mais nous faisons au-delà de la télévision des programmes sur le numérique. Donc depuis une dizaine d'années, les web documentaires qui ont fait un peu parler de nous, mais également de la fiction sur le numérique. Et ce que l'on essaie de faire à travers ces différents projets, c'est à la fois d'enrichir l'expérience du téléspectateur lorsqu'il va revoir un programme de l'antenne, essayer de lui proposer des expériences complémentaires. Alors ça peut être de l'interaction, ça peut être des contenus supplémentaires, ça peut être de l'immersion, etc. Ça, c'est un aspect de notre activité. L'autre aspect, c'est de créer des programmes qui sont que visibles sur le numérique. Alors, c'est vraiment au sens très large. Ça peut être sur un site internet, ça peut être une application mobile, comme on a pu en faire dernièrement. Alors, ça peut être de la réalité augmentée, un projet qui s'appelle Cinema City, qui est une application qui permet de se déplacer dans Paris et de voir des extraits de films qui ont été tournés sur des lieux spécifiques. Là, on est dans une logique de réalité augmentée, avant l'heure quasiment, puisqu'il date d'il y a 3 ans à peu près le projet, et on ne parlait pas forcément autant de réalité augmentée, sauf sur les Google Glass. On peut proposer également des expériences plus gamifiées, donc on développe du jeu vidéo également, que ce soit sur PC, sur mobile. Et en fait, toutes ces expériences-là, elles ont une logique, c'est vraiment de créer des œuvres à la fois immersives, des œuvres interactives, d'essayer de comprendre un petit peu tous les modes de narration que l'on peut retrouver sur le numérique, pour compléter un peu la palette de propositions innovantes et créatives que Arte peut proposer à l'antenne et sur le numérique. Donc dans cette logique-là, c'était assez cohérent que l'on s'intéresse en fait aux narrations encore plus immersives que propose la réalité virtuelle. Et depuis quelques années, on a testé des choses en production et en diffusion. Donc l'une des premières expériences a été un projet qui s'appelle Polarcy, qui était une série documentaire sur le cercle polaire arctique, qui consistait en fait à la diffusion de 2 documentaires à l'antenne, un carnet de route de l'expédition sur le web et des compléments proposés en vidéo 360, accessibles à la fois sur mobile, donc sur un téléphone, donc le 360 est utilisé, enfin le téléphone est utilisé avec son gyroscope pour reproduire le 360. Pour ceux qui n'ont pas testé, il suffit d'aller sur quelques sites ou le site d'Arte, vous verrez comment ça fonctionne. Et également disponible pour les casques de réalité virtuelle. À l'époque, il y avait essentiellement le cardboard qui fonctionnait. Donc ça, c'était en novembre 2014. Pour dire que ça date un petit peu, le fait de s'intéresser à ce type de sujet. Donc cette expérience-là, elle était vraiment documentaire et permettait de comprendre différemment en fait un lieu à travers des vidéos qui nous immergeaient en fait dans le lieu, donc le cercle polaire arctique à l'époque. Et depuis, on a développé quelques autres projets. Et je pense que je vais vous en montrer quelques-uns. Et ces projets-là se retrouvent pour les vidéos 360 aujourd'hui dans l'application que nous avons lancée il y a quelques mois, qui s'appelle l'appli Arte 360, donc assez simple à retenir finalement comme nom, dans laquelle en fait on va retrouver différentes expériences. Que ce soit documentaire, donc on retrouve Polarcy, mais également de la fiction. Donc on va parler tout à l'heure de iPhilippe, et également des reportages plutôt d'information. Donc cette application-là nous permet en fait de montrer un petit peu notre étendue, notre savoir-faire sur le sujet, pour ce que l'on peut considérer être de la vidéo, donc immersive 360, mais linéaire, c'est-à-dire non interactive. Pour les projets interactifs, nous devons les proposer dans d'autres d'applications. Et à titre d'exemple, donc là on n'est pas encore tout à fait dans l'interactif, mais on est dans la vidéo immersive. Après Polarcy, nous avions envie de réfléchir en fait à de la vidéo immersive, mais d'ordre de fiction, ce qui avait été très peu fait, voire pas du tout en France, pour la vidéo, pour la réalité virtuelle.
Et ce projet-là, en fait, s'inscrit dans un cadre plus global. Il s'inscrit en fait dans une programmation. Alors, j'ai pas la slide qui correspond, mais dans une programmation dédiée à l'univers de Philip K. Dick, donc cet auteur de science-fiction que vous connaissez peut-être, américain, qui a beaucoup écrit dans les années 70. Et dans le cadre d'une programmation spéciale, nous avons proposé à la fois à l'antenne un documentaire qui est une biographie de Philip K. Dick. Nous avons proposé également un jeu vidéo qui s'appelle Californium, qui est disponible pour PC sur Steam et qui permet de plonger en fait dans les univers de Philip K. Dick, qui est un auteur qui a pensé le monde à travers différents mondes parallèles qui se succèdent. Et ce jeu vidéo-là permet de replonger dans cet univers. Et en plus de cela, nous avons proposé cette fiction pour casque de réalité virtuelle qui s'appelle iPhilip et qui nous plonge en fait dans la tête d'un robot. Donc je suis moi utilisateur de casque dans la tête d'un robot. Pour la petite histoire, il s'agit en fait de plonger dans la tête d'un androïde qui a vraiment existé. Donc en 2005, des ingénieurs ont créé un robot, en fait uniquement la tête d'un androïde. Ils l'ont programmé avec tout le savoir, ou en tout cas toute la bibliographie de Philip K. Dick. Ils l'ont appelé Philippe, puisque c'était des grands fans de Philip K. Dick. Ils l'ont présenté, ces ingénieurs, à différentes entreprises américaines. Et il se trouve que à l'occasion de l'un de leurs voyages, ils ont perdu ce robot dans un aéroport. Et ils le cherchent encore, donc vous pouvez aller sur Internet, si vous croisez ce robot, vous pourrez leur envoyer un mail et ils seront contents de le retrouver. Mais nous, ce qui nous a intéressé à travers cette histoire, enfin Okio, avec qui nous avons travaillé sur le projet, c'est Okio, le producteur du projet, qui nous l'a proposé. Donc le réalisateur, Pian Sandrovic, ce qui l'a intéressé, en fait, c'est de savoir, en partant de cette histoire-là de robot qui disparaît, si j'étais dans la tête du robot, essayer de comprendre pourquoi ce robot a disparu. Et donc toute la fiction nous place dans la tête du robot et essaie de comprendre pourquoi le robot a disparu. Est-ce qu'on l'a kidnappé? Est-ce qu'il a décidé lui-même de partir? Donc est-ce qu'un robot peut penser, ressentir des émotions, briser ses chaînes de programmation, enfin bref. Et du coup, toute la fiction qui dure 15 minutes nous propose d'être dans cette tête-là de robot. Alors je ne sais pas si on peut lancer le teaser qui est sur YouTube ou pas. Super. Et du coup, on va regarder et je vais te demander juste, une fois que le teaser est lancé, de glisser un petit peu sur la vidéo pour voir qu'on peut naviguer à 360. Disponible aussi sur Arte 360, l'application. Exactement. Hello, everyone. I'm David Hansen, and today it's my pleasure to introduce you to Phil, the very first fully functional android bus, inspired by the legendary science fiction writer Philip K. Dick. Can you hear us? I hear you perfectly well, David. Donc voilà le teaser de iPhilip. Donc évidemment, j'en parle beaucoup moins bien que le producteur Antoine Quérol, qui malheureusement n'a pas pu venir ce matin et qui pourra en parler beaucoup mieux que moi. Ce qui est intéressant avec ce projet, donc là vous avez vu le teaser sur un player YouTube dans une résolution qui est vraiment pas bonne. Donc c'est vraiment l'expérience la moins intéressante pour voir ce type de projet. Mais ce qui est intéressant en fait avec les questions de réalité virtuelle et notre positionnement, nous en tant que Arte, service public qui doit rendre accessibles les projets, c'est que nous ne proposons pas des expériences de réalité virtuelle uniquement que pour les casques. Parce que nous voulons les rendre accessibles. Aujourd'hui, les casques restent quand même un marché de niche. Je suis convaincu qu'on n'en a pas tous ici. Et en fait, ce que l'on propose, nous, quand on essaie d'imaginer un programme de réalité virtuelle aujourd'hui, donc d'expérience immersive, c'est de proposer le projet à la fois sur un player 360. Donc là, on peut le faire sur YouTube aujourd'hui, on peut le faire sur Facebook également, on peut le faire sur le player d'Arte, puisqu'on a un player 360 aussi. On le propose, donc, comme le disait Olivier, sur l'appli Arte 360 qui est gratuite, qui est disponible sur iOS, Android. Donc cette expérience-là est un peu plus intéressante sur un téléphone, puisque en jouant avec le gyroscope, c'est quand même plus intéressant que sur un navigateur avec la souris. C'est incomparable, Gilles.
franchement. Incomparable. C'est Et l'étape incomparable. supplémentaire, c'est le casque, évidemment. C'est l'expérience la plus immersive pour le coup, où là, on peut vraiment se dire que même de la vidéo linéaire peut être de la réalité virtuelle, parce qu'on est immergé vraiment dans la tête du robot. Et donc là, avec un casque type Samsung Gear VR, on a vraiment cette logique d'immersion. Donc, différents niveaux pour tester ce type de projet, différents types d'immersion aussi, différentes qualités. Mais nous nous efforçons, nous, de proposer nos projets sur les différents supports parce qu'on a cette logique-là d'accessibilité très large. Donc, les projets que l'on propose, c'est de la fiction. C'est également, là, on revient sur la vidéo 360, du documentaire ou du reportage d'information. Là, je vous présente un projet qui s'appelle Urgence Sud-Soudan, qui est un travail de coopération avec l'équipe de Frontline aux États-Unis, donc une équipe d'investigation documentaire. Frontline, c'est une case de la chaîne publique PBS, pardon. POV, c'est une autre rubrique de cette chaîne. Et l'objectif de ce projet est vraiment d'essayer de comprendre une problématique géopolitique en essayant d'être plongé dans une situation. Et donc là, je pense qu'Alexandra en parlera. La logique, c'est de réfléchir sur la notion d'impact, qui est une réflexion qui est assez proche de la notion de réalité virtuelle et dont les journalistes américains sont très 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 au fait aussi. Et donc on avait envie d'apprendre en fait sur cette notion d'impact grâce à la vidéo 360 sur des sujets qui peuvent être assez douloureux comme les questions du Sud-Soudan. Aujourd'hui, il y a une famine au Sud-Soudan dans le cadre d'une guerre civile et c'est aussi la vidéo 360 pour nous une façon de comprendre si on arrive à justement avoir plus d'impact auprès de nos publics grâce à notamment les mécanismes d'empathie qui peuvent être développés grâce à la vidéo 360, mais je ne vais pas spoiler ce que va dire Alexandra. D'autres projets, alors le cercle polaire Arctique, c'était notre premier projet 360. Évidemment, il fallait aller de l'autre côté. Ça, c'est un projet qui va arriver, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle l'Expédition Antarctica, qui est en fait le retour de Luc Jacquet. Vous avez peut-être vu La Marche de l'Empereur, le retour de Luc Jacquet sur les lieux, 10 ans après, pour voir un peu l'effet du réchauffement climatique. Donc l'expédition a eu lieu au moment de la COP21 d'ailleurs. Donc nous l'avons documenté à travers un carnet de bord et 2 documentaires vont être diffusés à la fin de l'année. Et en plus de ces documentaires, les images sont exceptionnelles. On va avoir des vidéos 360 et là pour le coup, ce sont des lieux sur lesquels on va très rarement, très complexes à approcher et on a des vidéos d'extrême qualité, extrême grande qualité et je pense que ça sera assez intéressant à voir. Je finis par 2 projets et je ne veux pas trop monopoliser la parole. Un projet qui est là de l'ordre du documentaire interactif. Et là aussi, on est dans une production qui associe à la fois la production de projets télévisés, donc un documentaire, et une expérience plus immersive sur le numérique. Là, le sujet était de traiter la question du passage à la cécité. À travers le témoignage d'un Anglais qui s'appelle John Hull, qui a en fait commenté son passage à la cécité. Il devient aveugle petit à petit. Et en fait, il l'a documenté à travers un journal de bord audio. Et donc, le documentaire télé, nous permet de vivre ce passage-là à travers des commentaires de John Hull. Mais on a essayé, on y est arrivé plutôt bien, je pense, avec la société de production Agathe Film, à proposer l'expérience de réalité virtuelle. Alors l'idée, c'est pas de se plonger dans la peau d'un aveugle, évidemment pas, mais c'est essayer de comprendre un petit peu à travers le témoignage de cette personne-là, le témoignage audio, quelles sont les sensations différentes que l'on peut ressentir. Là, on peut la retrouver où l'expérience, Gilles, celle-là? Parce que alors, moi, perso, je ne l'ai pas retrouvée. Ouais, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Ah, bah d'accord. Vous pourrez la retrouver prochainement. On a un petit teaser. On va le lancer tout de suite. Et ça va sortir logiquement fin juin, puisque le documentaire sera en salle aux États-Unis et en Angleterre. Et en fait, on en parlera beaucoup, nous, Arte, plutôt à la fin de l'année, autour du mois d'octobre, au moment de la diffusion du documentaire à l'antenne. Sur l'antenne d'Arte et on va proposer l'expérience interactive, immersive à ce moment-là de façon plus accessible. On va regarder le teaser si c'est possible. Alors pour le coup, là aujourd'hui on est encore dans une phase de test. A priori sur le site on sera surtout sur de la vidéo et l'interaction se fera essentiellement sur le casque.
Mais ça sera à la fin de l'année pour le coup. Et alors sur le casque et également sur l'application mobile. Donc à chaque fois, comme je le disais pour iPhilip, l'idée c'est qu'on a le minimum d'interactivité ou d'immersion sur le site internet, sur l'application mobile, parce qu'il y aura une application mobile de ce projet qui s'appelle Not on Blindness, on aura une possibilité d'interagir, et sur le casque, l'immersion sera encore plus grande. Donc les 3 possibilités seront encore là aussi. On va regarder le teaser peut-être. This is cassette 1, track 1, Notes on Blindness, and this is the 21st of June, 1983. Sitting in the park with the children, I hear the footsteps of people walking past me on the footpath. Further out to the right and behind me there's the car park and the sound of people starting and stopping their cars and driving off. Way off to the left there's the main road and the noise of the heavy traffic roaring past in the distance. The strange thing about it is that it's a world which consists only of activity. In the blind person's appreciation of weather, wind takes the place of sun. If only there could be something equivalent to rain falling inside. Then the whole of a room would take on... C'est une film aussi dernièrement, une sortie télé ou à la position interactive sensorielle, on va dire, avec et c'est le dernier pro parce que ce que l'on plus interactif, certaines vidéos la réalité l'activité se croisent énormément. Donc que ce soit des documents pour prendre de photos, parce qu'on se dit qu'il y a des scénaristes de télé, des développements, étudier toutes ces narrations deviennent de plus en plus fluides. Ciné qui est déjà un ovni de Red Corner, Red Corner jouer sur une application toujours plus immersive. Donc là aussi, Olivier n'a pas pu le voir sur nos sites ou applis parce que ça n'est pas encore sorti, ça ne va pas tarder. Je le savais. Merci Gilles. Bon, en tout cas, c'est une actualité bien chargée côté RT niveau réalité virtuelle, donc on a hâte de voir ça. Alexandra, je vais faire un peu le parallèle en fait avec le projet finalement sur Not on Blindness, puisque finalement c'est un peu ça, se retrouver dans la peau de quelqu'un qui est devenu aveugle. Et vous avez travaillé justement sur un projet où on se retrouve dans la peau d'un autre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Tout à fait. En fait, donc j'étais postdoctorante en humanité numérique au Centre de recherche interdisciplinaire. Et c'est dans le cadre de mon postdoctorat que j'ai coordonné pour la Nuit Blanche 2015, en octobre dernier, un parcours artistique interactif sur le thème de l'empathie. En fait, en tant qu'ancienne prof, j'ai toujours, bien évidemment, eu la conscience que l'empathie comme compétence du XXIe siècle gagnerait à être cultivée en contexte scolaire et universitaire. Et donc, quand j'ai soumis mon projet au CRI, j'ai aussi spécifié que je voulais décontextualiser un petit peu
le cadre traditionnel de la recherche. Je voulais passer d'un format diurne à un format nocturne. Je voulais faire une nuit. Et c'est là que François Taddy, directeur du CRI, m'a dit on n'a qu'à faire la nuit blanche. Et donc, on a fait une nuit dans la peau d'un autre. Donc, ce parcours artistique, où d'ailleurs, il y avait aussi des artistes qui appartiennent au collectif Augmented Magic de Moula. Donc, la boucle est bouclée. Et en fait, dans ce parcours, j'ai vraiment tenu à adopter une approche hybride et mêler les arts vivants et l'art numérique. Mais en l'occurrence, c'est vraiment, je pense, les installations de réalité virtuelle développées par le Be Another Lab qui ont, je pense, été la véritable locomotive de l'événement et qui ont suscité la curiosité parmi les Parisiens. Le Be Another Lab, c'est un collectif art-sciences qui s'est fondé il y a quelques années dans un Fab Lab à Barcelone. Et ils ont mis au point ce qu'ils ont appelé de façon très poétique et ambitieuse une machine pour être un autre. C'est un dispositif interactif qui, derrière cette appellation ambitieuse et poétique, en fait recouvre des choses très matérielles, à savoir donc 2 volontaires armés de bonne volonté, 2 casques Oculus sur lesquels sont montées des caméras, et la magie opère du fait que l'on entrecroise les flux vidéo, ce qui fait que l'on peut changer de point de vue, changer de perspective. Ils disent même changer de corps avec le body swap. Je vous laisse peut-être le soin d'apprécier la métaphore. Et ce qui est un petit peu finalement la traduction technologique la plus simple, mais aussi la plus exacte de ce que c'est que d'un point de vue neurophysiologique, l'empathie. Alain Berthoz, dans ses professeur au Collège de France, académicien, dans ses travaux sur l'empathie, précise bien que pour lui, l'empathie, c'est la manipulation des référentiels spatiaux, c'est-à-dire qu'être empathique, finalement, ça présuppose de mobiliser d'un point de vue neuronal les mêmes circuits que ceux que je mobilise lorsque, par exemple, je me remémore le parcours que j'ai fait pour venir ici depuis le métro jusqu'à cet amphithéâtre, mais en parcours inverse. Donc, je manipule mes référentiels spatiaux. Et donc, changer de point de vue, c'est aussi changer de point de vue au sens propre. Et on ne peut pas le faire d'un point de vue physique sans la technologie, sauf avec notre imagination. Mais la réalité virtuelle, d'une certaine manière, augmente nos capacités imaginatives et nous permet de transcender les limitations inhérentes à notre physiologie, à notre neurologie que la biologie nous a données, pour finalement, momentanément, adopter le point de vue d'un autre, le temps d'une installation artistique, avec la licence artistique, bien évidemment. Donc, je vous propose peut-être de regarder la vidéo de la nuit et ensuite, je vais vous parler de mes projets. Est-ce que je peux lancer la vidéo? Non. Je crois que là, on a un petit souci. Non, ça, c'est plus tard. D'accord. Ça va se lancer. Okay. Merci. Merci. Ce soir, vous avez fait le parcours de la Nuit Blanche dans le centre de recherche interdisciplinaire. Est-ce que vous auriez quelques feedbacks? Comment est-ce que vous avez ressenti ce parcours sur le thème de l'empathie? Gros feedback positif, franchement, c'était super impressionnant. Surtout, j'ai adoré le truc de casque virtuel. Vous avez échangé vos corps tous les deux? Donc le corps du grand frère, le corps du petit frère. Ça nous a perturbé un petit peu. De vraiment voir en fait comment l'autre nous voit. Merci. Oui, donc il y a des couples qui se sont après chamaillés. Bien évidemment, il n'y a pas d'assurance pour la paix conjugale suite à l'expérience. Mais donc, comme vous avez pu le voir, il y a une scénographie aussi qui est dédiée, dans le sens où les deux personnes sont de part et d'autre d'un rideau et ne se voient pas dans un premier temps, bien sûr, sinon l'illusion cognitive de se retrouver dans la peau d'un autre est un peu brisée.
Et donc, finalement, on découvre son corps qui apparaît comme le corps du voisin. Et le Be Another Lab a travaillé avec des anthropologues justement pour mettre au point tout un protocole pour bien évidemment aller au-delà de l'effet waouh et de l'effet un peu défamiliarisant. Et donc, il y a par exemple un jeu qui vise à brouiller les sensations, dans le sens où ce qu'on voit et ce qu'on ressent d'un point de vue du toucher n'est pas du tout aligné, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a 2 assistants en fait, qui sont après de part et d'autre pour toucher au même moment, au même endroit du corps, les deux utilisateurs, ce qui fait que finalement on a la sensation du toucher, donc on voit bien qu'on est touché, mais finalement c'est quand même le corps de l'autre qu'on voit être touché. Donc tout ça, c'est très, ça vise bien évidemment à perturber les sens et justement à interroger sur la notion d'identité. Et à la fin, donc bien évidemment aussi, il y a un moment où on tend à chacun des utilisateurs un miroir, ce qui fait que je vois l'autre tel qu'il se voit dans le miroir. Ensuite, on lève le rideau pour permettre aux 2 utilisateurs de se retourner et de se rencontrer l'un l'autre ou soi-même comme un autre. Ce qui fait que, voilà, quand on dit que quand le feedback, quand les utilisateurs ont dit qu'ils étaient un petit peu perturbés, voilà un petit peu le résultat de ce brouillage des sens et des frontières entre l'identité et l'altérité. Et donc, le fondateur du collectif a déposé un sujet de thèse au CRI pour approfondir ce sujet. Donc, vous voyez que c'est une collaboration qui est encore en cours. Et en fait, à partir de ce projet est né un deuxième projet. On s'est dit que faire une nuit sur l'empathie, c'était bien, mais c'est un format temporel un petit peu éphémère. Et donc, on voulait justement poursuivre la recherche et l'investigation pour, en gros, grosso modo, toujours se poser la même question. En quoi est-ce que la réalité virtuelle peut contribuer à développer l'empathie ? Dans quelle mesure est-ce que c'est une empathie qui est donc neurophysiologique, cognitive, affective, quels sont les ressorts qui sont actionnés par la réalité virtuelle. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un documentaire sur le sujet, documentaire qui serait doublé d'un MOOC, puisque le centre de recherche interdisciplinaire est vraiment centré sur l'innovation pédagogique. Et donc l'idée, c'est de créer aussi des formats qui sont les plus interactifs et les plus pédagogiques possibles. Et c'est donc sur ce projet que je vais terminer mon intervention. On va donc entrelacer 3 types de moments dans ce documentaire. Il y aura un moment, il y aura un pôle recherche, donc pour rendre allégeance à la provenance même du projet, un centre de recherche. On va interviewer des cyberpsychologues, notamment Patrice Renaud, qui travaille dans un hôpital-prison à Montréal, l'Institut Philippe Pinel, pour mettre au point ce qui est un petit peu dans le monde de la VR en ce moment un des Graals, à savoir une machine empathique, une machine à rendre empathique. Et il travaille dans un hôpital-prison sous sécurité maximale avec des délinquants sexuels dans des univers immersifs type cave, pour faire ce que la réalité ne nous permet pas de faire, à savoir mettre en regard ces délinquants avec leurs victimes passées ou potentielles sous la forme d'avatar. Et il essaye de développer des protocoles pour faire naître un sentiment empathique chez ces délinquants vis-à-vis de leurs victimes passées ou potentielles via la réalité virtuelle. Donc voilà une des applications thérapeutiques possibles de la réalité virtuelle. Mel Slater a travaillé aussi à l'Université de Barcelone sur la capacité qu'avait la réalité virtuelle à réduire le racisme implicite. En fait, il a mis au point une expérience dans laquelle vous êtes immergé dans la peau de quelqu'un, enfin d'un avatar, qui a une couleur de peau différente de la vôtre. Et donc on vous fait passer un test de racisme implicite avant l'expérience, après l'expérience, et il a pu remarquer que l'immersion dans, finalement, la perception qu'on avait de son propre corps, y compris sous la forme de celle de l'avatar, pouvait donc influencer le racisme implicite dont on pouvait faire preuve ou non. Donc voilà, donc il y aura un pôle recherche, il y aura un pôle artistique. L'idée, c'est aussi d'aller revoir le Be Another Lab, de voir concrètement
comment se prototype cette machine pour être un autre, dans quelles conditions. Et il y aura un pôle application. L'idée, c'est ne pas seulement s'en tenir à des discours théoriques ou artistiques expérimentaux, mais après d'amener cette technologie qui est de plus en plus portative, qui est de plus en plus frugale et accessible, on parlait de la problématique de l'accessibilité, dans des milieux réels où l'empathie gagnerait à être cultivée. Donc j'ai identifié 3 types de lieux: l'école, l'hôpital et la prison. Donc l'école, on travaille avec un collège à Bagnolet. Le collège travaille... Je suis désolé, on est vraiment très en retard, donc si tu pouvais juste conclure maintenant. Oui, ouais, d'accord, très bien. Ok, ça marche. Donc on finit sur la prison en fait, voilà. Et donc voilà, donc l'idée bien évidemment dans le maillon, pour juste conclure, je suis dans le dernier maillon de la chaîne de production dont vous venez d'être témoin, c'est-à-dire qu'on a Balthazar qui est vraiment dans la création de contenu, Gilles dans la diffusion, et là en l'occurrence en tant qu'entrepreneur social, c'est sur quoi je voulais terminer. Je suis passée donc de statut de post-doctorante au statut d'entrepreneur social. Mon but, c'est précisément d'amener ce type de technologie immersive dans des milieux réels pour voir concrètement comment les gens peuvent se l'approprier et éventuellement utiliser ces ressources pour améliorer les relations interpersonnelles dans chacun de ces milieux. Je vous remercie. Merci à tous. Merci. Merci. Il nous reste 2-3 petites slides quand même, juste pour présenter quand même. J'en ai vraiment pour 2 minutes, okay. Promis. Je te prends la télécommande, Alexandra. Je suis désolé, je présente en 2 secondes en fait parce que typiquement ce sujet de réalité virtuelle est un sujet qui passionne et voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Je vais pas le faire, promis. Juste 2 minutes. Donc nous en fait on va le faire pendant 3 jours par contre. Ça aura lieu. Donc c'est un salon qui s'appelle Virtuality. Notre équipe organise ce salon à Paris du 24 au 26 février 2017. Ça aura lieu au 104. On est des gros passionnés de la réalité virtuelle et on pense vraiment en fait que ça peut avoir un impact sur notre société en général. Et on souhaite en parler vraiment. En fait, j'ai envie de dire dans tous les secteurs et dans toutes les industries. Là, on en a beaucoup parlé autour de l'entertainment, du jeu vidéo. Le sujet de l'empathie est hyper intéressant aussi. Voilà, tous ces sujets, on souhaite les évoquer. La réalité virtuelle pour la santé, la réalité virtuelle pour l'industrie, la réalité virtuelle pour l'éducation, l'immobilier. Bref, on va en parler vraiment un petit peu dans tous les secteurs. On a 3 objectifs principaux, c'est de démocratiser la VR auprès du grand public, parce qu'aujourd'hui on a des super créateurs en France, ils ont besoin de faire connaître ce qu'ils font, on a aussi besoin que les gens sachent avec quoi s'équiper. Il y a plein d'équipements qui existent aujourd'hui en VR, plein de technologies, plein de contenus à découvrir, donc on souhaite vous ramener ce qui se fait de mieux en VR. Pour les professionnels, ce sera aussi un rendez-vous sur lequel on va vraiment créer des espaces de networking, que vous soyez producteur de contenu, que vous soyez plutôt sur le développement de technologies qui sont innovantes sur le sujet de la VR. Voilà, on va faire en sorte de créer des espaces de networking et de speed dating au sein du salon. Voilà, et donc voilà, en quelques points rapides. Voilà ce que vous pourrez retrouver sur le salon pendant ces 3 jours, des démos de projets créatifs, des technologies innovantes avec vraiment du HTC Vive, de l'Oculus, du Samsung Gear, mais peut-être aussi de nouvelles technos qui d'ici là seront développées. Des technos qui peuvent être aussi ce qu'on appelle la haptique. Je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui existe autour de ça, c'est assez intéressant. On va essayer de créer des pavillons thématiques en fonction des sujets. Vous aurez des startups, des leaders du secteur. Et voilà, en gros, il y aura toute une partie plutôt business avec des conférences format un peu TED, des conférences hyper dynamiques, des showcases, des appels à projets de contenu ou de start-up et, comme je vous le disais, une zone de networking. Ce sera du 24 au 26 février 2017 au 104 à Paris et on vous attend tous très nombreux. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour le retard. Pas de souci.